Je m'appelle Aurélie Deprat, j'ai 33 ans, j'habite à Bordeaux et j'écris des romans historiques. J'ai publié le premier en juin 2018 et donc aujourd'hui, un peu plus de 3 ans plus tard, j'ai dépassé les 40 000 ventes. J'ai rencontré Aurélie en 2019 au cours d'une de mes visites. Elle venait de finir un roman historique sur l'époque d'Aliénor d'Aquitaine. Forcément, je m'y suis intéressé et je me suis laissé prendre au jeu. J'ai voulu vous faire partager cette rencontre. Bienvenue dans Il était une fois Bordeaux, un podcast des visites d'Hubert. Aurélie, bonjour. Bonjour Hubert. Alors, tu as publié déjà une dizaine de romans. C'est ça. Tu es une écrivaine. Comment tu dis écrivaine Je crois qu'on dit un peu tout aujourd'hui, donc c'est une question d'habitude. Moi, personnellement, je suis presque encore au masculin, donc pour auteur. Bon, on dit tout, auteur avec un E, autrice. Je crois que tout passe aujourd'hui. D'accord. Un des romans parle de Bordeaux, de l'Aquitaine. C'est Indomptable Aquitaine, ce qui se passe à l'époque d'Aliénor d'Aquitaine. Mais tu vas pas parler directement du personnage central qui est Aliénor d'Aquitaine, Oui. mais d'un personnage imaginaire, Héloïse, qui est une de ses servantes. Et donc tu as fait une intrigue autour de ce personnage-là. Tu peux nous en dire un peu plus ? C'est ça, alors c'est effectivement un roman qui se passe au XIIe siècle, donc à l'époque d'Aliénor, sans donner la part belle à Aliénor, puisque c'est un personnage extrêmement célèbre effectivement, mais qui a été déjà travaillé, abordé par de très nombreux auteurs, dont Mireille Calmel, qui habite aussi la région. Donc de mon côté, elle ne fait partie que du décor, c'est un personnage secondaire, et on va plutôt se focaliser sur une des suivantes d'Aliénor, donc une demoiselle de la noblesse, qui s'appelle Héloïse, fille du comte d'Angoulême, donc un vassal du duc d'Aquitaine, ou de la jeune duchesse d'Aquitaine en l'occurrence. Et on va suivre ses pérégrinations au cœur de la France médiévale, puisqu'elle va être promise, ou plutôt demandée en mariage par le comte de Champagne, Guillaume, qui est très inspiré du véritable comte de Champagne, Thibaut de Blois de l'époque. Mais voilà, on va la suivre donc de la cour d'Aliénor, donc du Bordeaux du XIIe siècle, jusqu'en Champagne, jusqu'à la ville de Provins, qui est mise à l'honneur dans ce roman, et puisqu'il s'agit de la destination d'Héloïse pour son mariage, au cours d'un beau voyage au cœur de la France du XIIe siècle. Mais évidemment, une union de convenance qui ne va pas se faire sans heurts. Donc on va avoir tout un petit jeu autour des questions d'honneur, de désir, de passion et de rancœur. Puisque les grands fans de classiques, d'œuvres classiques, ils reconnaîtront peut-être un jeu un petit peu à la manière de Marivaux, du jeu de l'amour et du hasard. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que dans tes romans historiques, l'intrigue, c'est principalement une intrigue amoureuse. Oui, d'une façon générale, on va systématiquement retrouver une histoire d'amour ancrée dans un contexte historique, géopolitique ou militaire, réel, extrêmement fouillé, donc avec des héros, un héros, une héroïne qui vont interagir avec des personnages réels, des rois, des nobles, des chefs, des guerriers, ayant vraiment existé. En général, mes protagonistes, mes héros sont inventés, sont fictifs, mais en interaction avec des personnages réels et au cœur d'événements, d'invasions, de guerres, de raids, etc. réels. Tu as publié une dizaine de romans. Où est-ce que tu nous emmènes dans d'autres lieux, d'autres époques ? Alors, j'aime bien voyager, donc on va aller se promener au cœur de l'Écosse médiévale, au sein de la culture viking, qui est très chère à mon cœur, donc aussi bien au Danemark, on va aller envahir l'Angleterre, au cœur des fjords norvégiens également, au cœur de la Suède médiévale, ou même le long des routes de l'Est, la Volga, le Dniepr, qui a été très exploré par les Suédois. On va aller aussi au 19e siècle, au cœur du Londres des années 1820, donc l'époque de la Régence, très, très connue des fans de Jane Austen. Pour avoir lu Indomptable Aquitaine, moi ce que j'avais trouvé vraiment intéressant, c'est que effectivement tu as ton intrigue imaginaire, mais tu mets ça dans un contexte. Il faut dire que le contexte que tu mets est très fouillé, et on retrouve exactement, en l'occurrence dans ce roman-là, on retrouve le Bordeaux tel qu'il existait au Moyen-Âge, et tout est vraiment réel, comme ça l'était à cette époque-là. Donc comment tu fais beaucoup de recherches peut-être pour tes romans, comment ça se passe ? Ben, c'est vrai que pour moi les recherches finalement c'est 50% du plaisir. Il y a 50% du plaisir dans l'écriture et 50% du plaisir vraiment dans la recherche, dans le fait d'apprendre. Donc je vais faire des recherches extrêmement poussées sur
Bien sûr, non seulement les événements, les dates, les faits historiques concernés, la période ou la culture concernée, mais tout ce qui va pouvoir me permettre de constituer reconstituer le contexte. Donc tout ce qui va être de l'ordre de la gastronomie, de l'architecture, du vêtement, des mœurs, des mythologies ou des religions, des mentalités, des personnages célèbres de l'époque, de la littérature éventuellement, en fonction des thèmes que je vais aborder, et puis des périodes. Bien sûr, si ça se passe au Moyen-Âge, on va s'intéresser davantage aux travaux agricoles, etc., à la condition de la femme aussi, systématiquement. Et puis au 19e, on va s'intéresser à d'autres choses. Parce que là, il faut dire qu'on fait ce podcast chez toi et que c'est plein de livres, en fait, tout autour. Je sais pas combien j'en ai, mais je sais qu'à une époque, je m'étais amusée à faire une estimation. Je devais en avoir à peu près 1500 ou 2000 non lus encore chez moi. Ça, c'est uniquement ce que je n'ai pas encore lu. Mais en prenant tout, que ce soit les ouvrages, les romans, les livres de développement personnel et de spiritualité, vraiment tout genre confondu. Ouais, j'en ai quelques milliers encore pour m'occuper. Alors aujourd'hui, bon, c'est ton métier, on va en reparler, mais comment tu es arrivé là-dedans ? Comment tu en es arrivé à l'écriture ? Et à cette écriture-là, à faire des romans historiques. Alors oui, parce qu'il faut distinguer. L'écriture, on va dire que j'ai presque toujours écrit, même peut-être à 6-7 ans, j'ai commencé mes premiers contes, mes premiers poèmes, comme beaucoup d'écrivains probablement vous diront, j'ai toujours écrit. J'ai commencé aussi 2 romans à l'adolescence que j'ai pas fini, mais enfin j'étais déjà dedans. J'ai eu beaucoup de correspondances, des journaux intimes. Et finalement, par contre, l'écriture d'un point de vue professionnel ou l'écriture de romans, dans l'idée de me publier et même d'espérer en vivre, ça s'est déclenché à 30 ans. Voilà, ça a été là une révélation. C'est-à-dire que jusque-là, je pensais pas, j'avais même pas eu l'idée de faire de l'écriture mon métier. Je le faisais à côté ou de façon naturelle, automatique. Quoi que j'étudie, quoi que je fasse, j'avais toujours un stylo à la main et je prenais toujours des notes, je faisais toujours des synthèses. Et en fait, l'écriture de romans, voilà, à but professionnel en quelque sorte, ça s'est déclenché à 30 ans en lisant une première romance historique, on va dire. Je sais plus si elle était écossaise, viking, j'en ai eu plusieurs à cette époque-là. Et c'est en lisant la première ou les 2-3 premières que j'ai eu le coup de cœur. J'avais trouvé ces romans dans une boîte à livres et c'est en lisant des romances historiques, les toutes premières, que je me suis dit d'un seul coup pendant mes vacances en 2017, bon sang, mais ces romans j'aurais pu les écrire, c'est vraiment, ça recoupait tout ce que j'aimais, le côté désir et passion, l'histoire, l'ancrage dans un contexte historique réel, beaucoup de documentation, le côté aventure, voyage dans des cultures, des civilisations différentes, et je me suis dit, bah ça c'est exactement ce que je pourrais, ce que j'aimerais faire. Et tu t'es lancé là-dedans. Voilà. Accord perdu. On en parlait tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait 1 personne sur 3, tu avais vu ce chiffre, qui avait un manuscrit chez elle et qui n'osait pas le publier. Qu'apparemment, il y avait un Français sur 3 qui aimerait écrire ou qui aurait écrit quelque chose et qui serait en stock dans un tiroir. Alors comment, là ce serait intéressant justement s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont ce manuscrit chez elles, qui ne savent pas quoi en faire. Ce projet. Et voilà, ce projet. Comment concrètement on passe de l'écriture à la publication ? Vaste question. Mais aujourd'hui, on va dire qu'il y a un certain nombre de possibilités. Les 2 voies principales étant en fait toujours le fait de démarcher des maisons d'édition traditionnelles, donc la voie classique. L'idée est là, la clé est... Toi, tu l'as fait ça ? Au tout début, en fait, moi au tout début, quand j'avais écrit, donc très peu de temps après avoir eu ce déclic, j'ai écrit 3 romans coup sur coup. Et avant d'attaquer le 4e, je me suis dit qu'il fallait absolument que je commence la partie édition. Et c'est en faisant mes recherches, donc je voulais faire les choses bien et cibler les bonnes maisons d'édition, parce que si on veut aller sur ce chemin-là, il faut absolument sélectionner des maisons d'édition, ça c'est connu, tout le monde vous le dira, qui ont la bonne ligne éditoriale. Donc ça sert à rien d'envoyer de la poésie à une maison spécialisée dans les polars, etc. Donc je sélectionnais. Et en fait, en faisant cette recherche, j'ai découvert l'auto-édition, le concept d'auto-édition ou d'édition indépendante qui consiste à, en quelque sorte, tout faire soi-même avec, in fine, un partenaire comme Amazon ou des plateformes qui permettent de vendre ces romans en ligne ou à des librairies, enfin à différents sites de vente. Il y en a un certain nombre de plateformes qui permettent de s'auto-publier en fait, donc d'être son propre éditeur, à condition de savoir s'y prendre, d'apprendre beaucoup de choses et de fournir une grosse force de travail en amont. Parce qu'évidemment, on ne s'improvise pas éditeur du jour au lendemain.
Et du coup, quand j'ai découvert l'auto-édition pour la première fois, la masse de travail que ça allait représenter d'un point de vue juridique, administratif, fiscal, informatique, je me suis dit, c'est pas pour moi, c'est trop gros, je vais jamais y arriver, c'est trop de boulot, il y a trop d'informatique, il y a de la mise en page, il y a beaucoup de choses que j'aime pas, je maîtriserai pas, donc je vais me concentrer sur la voie traditionnelle. Et du coup, j'ai sélectionné, je sais plus, 6 ou 8 maisons d'édition. Alors évidemment, je me suis dit au début, autant ne pas s'auto-censurer, je vais envoyer aux grandes maisons. Et puis, en fin de compte, j'ai décidé de m'auto-éditer. Je lisais tellement de choses positives sur l'auto-édition, tellement d'auteurs satisfaits, y compris en termes financiers, en termes d'épanouissement personnel, d'autosatisfaction, d'accomplissement de soi, de réalisation de soi. Et inversement, je lisais tellement de retours mitigés, on va dire, ou je lisais tellement de controverses sur le monde de l'édition traditionnelle, qui est un monde quand même très dur pour les auteurs, que j'ai été séduite par le concept de l'auto-édition et que je me suis dit ça vaut la peine de travailler. Combien de livres tu as pu vendre ? Alors aujourd'hui, donc j'ai publié le premier en juin 2018. Et donc aujourd'hui, un peu plus de 3 ans plus tard, j'ai dépassé les 40 000 ventes sur mes différents titres, donc sur le tout. Ventes, auteurs, alors sachant qu'il y a les ventes papier, les ventes numériques, et aussi les auteurs qui empruntent les livres via l'abonnement Kindle, parce que sur Amazon, il y a l'option, on peut proposer ses livres dans la bibliothèque d'Amazon, c'est aussi tout un système. Et alors pour la promotion, comment est-ce que tu te fais connaître comment tu fais connaître tes livres ? Pour ma part, je mise beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, je travaille beaucoup via Facebook et Instagram. Notamment, je me suis créé une page auteur. Je suis inscrite à un certain nombre de groupes thématiques. Donc, de groupes, par exemple, sur les Vikings, sur le Moyen-Âge, sur l'Écosse, toutes les thématiques qui concernent mon roman, sur l'Aquitaine. Et puis, depuis 2019, avec une petite parenthèse en 2020, évidemment, vous allez voir pourquoi, tout a été un petit peu en stand-by, mais en 2019, à faire des dédicaces, donc à apporter moi-même mes livres dans des lieux de passage importants, comme des culturas ou des espaces culturels Leclerc. Donc j'ai sélectionné un certain nombre de librairies ou de centres commerciaux, des Auchan aussi, qui acceptent les auteurs indépendants, comme moi, en dédicace. Et puis tu fais aussi des manifestations, comme par exemple Castillon-la-Bataille, le spectacle Son et Lumière. Voilà, j'ai commencé. On te voit en tenue médiévale. Oui. Voilà. C'est ça, j'ai commencé. Alors moi, du fait qu'il s'agit de romans historiques, effectivement, j'ai pu commencer à explorer ce canal-là, ce filon des médiévales, ce qu'on appelle les fêtes médiévales ou les médiévales. Donc comme les médiévales de Castillon, le marché qui entoure le spectacle très célèbre de la bataille de Castillon, ou des médiévales comme Bouliac ou celle de Bourg, il y a 2 ans, où on vient costumer, et comme il s'agit de romans qui sont bien dans le thème, je suis à côté d'artisans, de créateurs, de fabricants d'hydromel par exemple, petit clin d'œil à mes amis, Miguel et Véro, et puis de tout un tas d'artisans ou d'artistes aussi du monde médiéval. Et ça permet de rencontrer aussi un autre public qui, pour le coup, est fan du Moyen-Âge en général, pour la plupart, et donc de rencontrer de nouveaux lecteurs aussi. Alors, quels sont tes projets à venir, là ? J'aimerais écrire un roman aussi, justement, autour de la bataille de Castillon, 1453, pour revenir un petit peu chez nous. Voilà, c'est un retour aux sources, un peu. Oui, pour les Bordelais, pour l'Aquitaine. Un roman aussi qui se passerait à Bordeaux pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai une idée depuis des années déjà, mais bon... C'est quoi cette idée ? C'est une idée inspirée d'une histoire vraie. Que tu connais d'ailleurs, j'en dirai pas plus là pour pas spoiler, mais inspirée d'une histoire vraie que j'ai déjà entendue 2 fois, dont une fois au cours d'une de tes visites. Tu veux dire qu'il faut venir à une de mes visites ? Voilà, il faut venir à une de tes visites pour avoir un teasing déjà, une petite idée. Mais voilà, une histoire franco-allemande, évidemment, pendant la Deuxième Guerre. Et puis après, projet 17e. J'aimerais beaucoup écrire quelque chose donc au XVIIe, au temps des premières colonies françaises outre-Atlantique, donc au Canada. Donc la question, ce sera juste, il faudra du temps, et puis ce sera comme, un petit peu comme l'écriture. Les projets, en général, finissent par se décider les priorités ou l'ordre d'écriture en fonction de l'envie du moment qui dominera, quoi. Voilà. Merci pour ce podcast. Merci Hubert, merci beaucoup.
Héloïse, bercée par le ressac de la voix claire de son intarissable complice, se prit au jeu et elle se mit elle aussi à rêver de son avenir. Comme Aliénor, elle espérait l'amour, la passion, quand leur père ne parlait que d'alliance, d'expansion, de stratégie. « On marie les terres, pas les âmes », répétait sans cesse le comte de la Marche. L'inclination mutuelle n'est ni une priorité ni une nécessité, renchérissait le duc Guillaume. En vérité, si elle se plaisait à fantasmer ce que l'avenir pouvait leur réserver de meilleur, ni l'une ni l'autre n'était pressée de s'unir à un homme devant Dieu. Elle savait que l'union de la première scellerait également le destin de la seconde, et que les chances qu'elles trouvassent l'épanouissement dans leur mariage étaient maigres. Pour l'heure, seule leur amitié comptait. Pour connaître la suite, rendez-vous sur le site d'Aurélie en lien dans la description. Quant à nous, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast, disponible sur ma chaîne YouTube ou Facebook.